Ça vous dit, on se rapproche comme ça, on peut interagir entre les gens qui souhaitent participer au débat. Je me disais, est-ce qu'il y a un système qui permet de mieux, je ne veux pas dire intégrer, mais permet de mieux coexister avec notamment les populations musulmanes. Les problèmes que nous avons ici, nous les retrouvons là-bas, alors que c'est complètement différent. Donc ça part d'un postulat empirique qui montre qu'effectivement au Canada les gens ont autant de problèmes à s'intégrer, enfin les minorités ont autant de problèmes à s'intégrer. Peut-être que c'est quelque chose, est-ce qu'il y a des gens canadiens qui peuvent réagir et qui seront pas forcément d'accord avec ce que vous avez dit ou qui vont dans son sens? Poser aussi les questions dans un contexte global. Après, on n'arrête pas sur une échelle minime et on va réduire soit l'islam, soit aussi aux pratiques des immigrants musulmans à ces problématiques. Et on se rend compte que pour n'importe quelle micro-communauté, au-delà de problèmes de l'islam, parce que c'est toujours l'islam, le voile, etc., qui sont mis en avant, le problème est réel. Le problème est une autre question. C'est ça que je voudrais juste dire, c'est-à-dire, le problème est pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ont besoin de se replier sur des identités proches, parce que peut-être que l'identité de l'État leur apparaît trop lointaine et n'est plus quelque chose qui leur permet justement de s'identifier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rêve français, de la révolution, de l'égalité, tout le monde a été déçu. Peut-être de tout. Et on revient sur un repli sur des valeurs, et bien parce qu'elles sont proches, parce que c'est les cousins, c'est les parents, c'est les amis, c'est une petite communauté qui reste. Je pense que le problème est plus psychologique que politique. Du coup, pour revenir au débat, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de reconnaissance de ces différentes identités qui est peut-être plus marqué en France qu'au Canada, parce que c'était le sujet évoqué. Est-ce que vous pensez qu'en France, il y a une réelle volonté de reconnaître les différences et les similitudes peut-être entre les différentes communautés? Les communautés ensuite sont reconnues dans la Constitution. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas très bien compris par rapport au multiculturalisme canadien qui est présenté comme étant quelque chose de presque... Il y a une antériorité du modèle canadien sur d'autres modèles multiculturels, en tout cas du multiculturalisme, parce que la Suisse, très tôt, en 1838, a mis en place dans sa constitution, dans la manière de régler les relations entre les différentes communautés, alémaniques, romandes, romanches, tessinoises, tout un dispositif législatif, un dispositif politique dans ce sens. Les Africains ont le multiculturalisme dans leur ADN parce qu'on a toujours vécu avec ça. Les anciens États africains précoloniaux étaient des États multiethniques. Bon, on ne parle pas de multiculturalisme, en Afrique on a plutôt tendance à parler de multiethnisme. Et le multiethnisme, c'est exactement le multiculturalisme, c'est la reconnaissance des langues des autres. Et vous me trouverez dit très difficilement un Africain qui parle une seule langue. Je viens de l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique latine, la Colombie, et notre réalité, notre zone géographique, où tous ces discours de multiculturalisme nous arrivent de façon tardive, dans les années 90. Un continent qui se réveille, c'était l'ironie bien évidemment, se réveille dans les années 90 après la fin progressive des dictatures, avec la nouvelle qu'on a des Noirs et des indigènes. Et c'est à partir de ces années 90 quand tous ces États commencent à dire ah bah, il y a des Noirs, il y a des indigènes, il va falloir compter avec eux et reconnaître qu'ils ont le droit de citer. Donc il y aura des changements constitutionnels. Dans mon pays, la Colombie, la constitution de 91 va passer des préambules où on consacre l'État colombien à la Vierge Marie, à les Sacré-Cœur, etc. À dire c'est un pays multiculturel, multiconfessionnel et plurilinguiste. À partir de là, on s'était dit, bon, la reconnaissance, voilà, on applique le système théorique canadien. On suit Taylor, on suit Kilinka, on suit Baxter, toutes ces études. On suit aussi la politique et la géopolitique, parce qu'il ne faut pas être double. Et la géopolitique joue un rôle majeur dans le choix de la mise en place de politiques d'action affirmative au tiers-monde,
ici en France, je suis ici depuis 14 ans. Et c'est assez. J'ai fait une thèse sur la question du multiculturalisme intitulée, je vais publier, je suis pas en train de faire la publicité, mais je vais la publier, ça s'appelle Qu'est-ce qu'un noir? Et pour une critique du multiculturalisme à travers les prismes de la colonie. Et j'ai dit 14 ans après, je me dis, avec tous mes respects, j'aime ce pays, j'aime mais je pense qu'il y a un problème très on est très nombrilisme en France. On ne peut pas parler de la Suisse comme étant multiculturelle, tel que le professeur Sabine l'a expliqué, parce que c'est un partage des territoires en fonction d'une réalité géographique et d'une réalité des nations. À l'époque, la nation, les communautés, qui linguistique et culturellement s'est revendiquée et allemande, va constituer son canton, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne pense pas à la Suisse, pour cette histoire propre à la Suisse aussi, qui bon, je suis d'accord avec vous, fait un modèle difficile, vraiment difficile d'imiter. On ne pourra pas imiter ça parce que derrière, ça a surgi quand même d'un contexte historique bien particulier. Donc imaginez qu'on va constituer ça un jour, c'est une belle utopie, mais je ne crois pas du tout. Et concernant aussi ce que vous disiez, je pense qu'au-delà, et vous avez dit, le problème c'est psychologique. Je pense que le problème, c'est pas psychologique seulement, c'est un problème, on éduque aujourd'hui. Quand on fait la philosophie, on a avalé, excusez-moi l'expression, ces beaux discours de Habermas pendant les années 90, et de que la démocratie, c'est la entente cordiale. On a oublié que la démocratie, c'est l'agonistique. Il y a, je reviens un discours qui est peut-être très à la mode, mais qui je trouve que c'est à la mode parce qu'il faut le revendiquer, et je pense à Chantal. L'agonistique, la politique et le politique, c'est un champ de bataille. Et quand on essaye de faire des démocraties aplaties, où tout le monde s'entend bien, et si tu n'es pas d'accord, on doit s'asseoir à table et sortir avec un accord. Désolé, mais la démocratie n'est pas ça. Et il faut aussi composer avec ces tensions, et au lieu de vouloir les éliminer, il faut tout simplement trouver des moyens de la gestionner. Et est-ce que finalement, ça rejoint ce que vous disiez, est-ce qu'il ne faut pas cultiver ces différences parce qu'elles sont source en tant que philosophe, Démocrite disait que c'est du choc qu'émergent les belles choses. Est-ce que finalement, ce qu'il ne faudrait pas, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, de gérer les problèmes pragmatiques, pratiques, mais réussir au niveau plus large de cultiver ces différences? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? Par rapport à ce que vous venez de dire, comme par la démocratie, c'est la gestion des conflits, oui. Mais la démocratie n'est pas seulement la gestion des conflits, c'est aussi la gestion du vivre ensemble. Et je pense que la Suisse, même si je ne suis pas là pour faire la pub de la Suisse, mais je suis suisse. Ils sont sortis de l'Europe quand même. Ils ne sont jamais entrés. Non, ils ne sont jamais entrés. Ils ne sont jamais entrés. Ils ont encore moins envie d'entrer ces jours, depuis ce qui voient ces jours-ci. Mais la Suisse, c'est le pays du consensus. Le consensus très mou. Et donc, voilà, on peut parler d'un consensus mou. Mais bon, les résultats sont là. La Suisse, c'est un pays qui connaît une stabilité relative, mais en tout cas qui est assez continue, constante. Connaît une certaine prospérité. Bon, il y a le secret bancaire, il y a tous les recels du monde qui sont passés par là. Mais en tout cas, il se porte assez bien sur ce point-là. Et cette démocratie de consensus, où il faut absolument arriver à un accord, etc., ça joue au niveau communal, ça joue au niveau cantonal, à tous les niveaux, fédéral. Et donc, il ne gère pas seulement le conflit, il gère aussi le vivre ensemble. Vous vouliez intervenir? Je suis Christian Giordano, professeur à l'Université de Fribourg. Et je suis italien, et je regarde la Suisse de façon très différente. Pour moi, la Suisse, c'est un pays conflictuel depuis des siècles. Parce qu'il y a eu énormément de guerres en Suisse, des guerres civiles, par exemple. Et la dernière a été en 1848, le Sonderbund, quand il y a eu les tentatives de sécession des cantons catholiques. Parce que la question n'est pas linguistique.
au début, est question religieuse, protestant et catholique. Elle est devenue, dans les années 50, une question linguistique. Ils ont un débat, même conflictuel, linguistique. Quand j'étais encore jeune, comme c'était beau de taper les protestants. Je me souviens très bien au Tessin, à l'école, il y avait un ou deux protestants, on les tapait brutalement, parce qu'ils étaient protestants, ils étaient dans un canton catholique, parce que l'ordre cantonal est un cantonal qui, au début, était un ordre non linguistique, mais religieux, entre canton protestant et canton catholique. Et c'était une question aussi de classe, parce que les cantons protestants étaient les riches, Genève, Bâle, Zurich. Et les cantons catholiques étaient les cantons de montagne, des pauvres paysans. Donc il y avait au même un conflit de classe. Penser la Suisse de manière consensuelle, je pense que c'est une idéalisation de ce qui est ce pays. Qui est un pays qui est, naturellement, toute cette politique de consensus, de trouver le consensus, est le résultat de dire nous ne devons pas retourner à ce point de conflit qu'on a eu avant. Donc c'est la peur du conflit qui fait le consensus et pas le plaisir du consensus. Le problème n'est pas seulement un problème religieux, un problème culturel, c'est un problème qui peut devenir un micro-problème et qui fait qu'en réalité la communauté humaine est une communauté de conflit perpétuel. C'est que l'idée que tout ça va s'arranger, qu'on aura des lois et que ça va fonctionner, évidemment ça ne marchera jamais. Par contre, ce qui peut fonctionner, c'est un regard perpétuel sur quel est l'état des choses, est-ce que les gens sont satisfaits de la gestion du conflit au cas par cas. Voilà, c'est ça plutôt. Loin des idéologies, si vous voulez, c'est vraiment... Et bizarrement, moi, ça, je l'apprends des textes du XIVe siècle, où les textes des communes italiennes du XIVe siècle sont extrêmement intéressants pour lire notre modernité, avec des problèmes complètement différents, et qui finalement sont des problèmes assez éternels en réalité, qui sont transposés sur d'autres problèmes aujourd'hui, mais c'est toujours les mêmes problèmes. Voilà, donc je prends un peu le problème de pièce, mais c'est toujours le même problème. Il y a ce magnifique bouquin de Dionysos sur les conflits factionnels en Italie du Moyen-Âge, les Medici, les Strozzi et toute la bande. Si ça vous intéresse, je vous recommande Reti Medievali, pour ceux qui sont sur Internet, qui lisent l'italien, des milliers d'articles, tout est en ligne. Et ça rejoint un peu le livre de Simone de Beauvoir, Tous les hommes sont mortels. C'est en fait, ça part en Italie au XIVe siècle. Et le protagoniste est un roi qui veut mettre fin au conflit et il devient immortel. Et en fait, il essaye au niveau régional d'améliorer les conflits et il se rend compte que c'est au niveau européen. Et puis l'histoire avançant, il se rend compte que c'est au niveau, et même au Canada, et il se rend compte que le conflit effectivement n'a jamais de fin. Et peut-être que la bonne solution effectivement n'est pas tant de résoudre le problème complètement, de façon éternelle, de faire que tout le monde soit en paix, mais de gérer les conflits au niveau pragmatique. Peut-être ce que vous disiez à propos de cette dame chirurgienne qui n'a pas été attendue par des hommes alors qu'elle était musulmane, effectivement. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est un problème institutionnel? Est-ce que vous pensez que c'est aux institutions de gérer les conflits pragmatiques? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut une vision de société qui permette, au contraire, de créer le contentement, de créer le consensus, peut-être, qui n'est pas aussi riche que le conflit? Une citation simplement. Mais c'était le moine Ikkyu, un moine bouddhiste, qui, je ne sais plus à quel siècle, disait « Ne cherchez pas la paix, parce que la paix et la guerre sont les deux faces d'une même feuille. Si vous cherchez la paix, vous aurez la guerre. Donc ne cherchez pas la paix spécifiquement. » Sous-entendu peut-être accepter les deux, et comme vous dites, donc comme vous avez dit, régler les conflits, non pas essayer d'avoir une société idéale. C'est ce que j'ai compris dans l'histoire, en tout cas. Emmanuel, qui était donc au jury de ma thèse, qui a sans doute des choses à dire. Merci beaucoup pour la mise en perspective de tes travaux. D'abord, l'aspect normatif de la nation. Comment la nation, comment et pourquoi la nation est autre chose qu'une abstraction, une idéalisation, mais comprend toujours un volet normatif. Ça, c'est très, très bien mis en évidence dans
dans ce travail. L'aspect narratif de la nation. Il y a beaucoup d'affinités, je trouve, entre les travaux de Sabine Choquet, les travaux de Justine Lacroix, Nicolas Innis sur cet aspect des choses. C'est vrai que la nation, c'est quelque chose qui se construit, la coexistence des nations aussi, la pluralité des nations dans un même État. Ce sont des choses qui sont très ancrées dans l'histoire. C'est ce qui permet aussi, je pense, de comprendre que les négociations, la gestion du conflit ont toujours un ancrage dans l'histoire. Et à mon avis, pour reprendre quelques-uns des thèmes qui ont été soulevés à l'instant, c'est ce qui doit peut-être nous conduire à sortir d'une alternative qui opposerait d'un côté l'application de modèles idéaux avec des normes démocratiques, des normes d'équité, des normes de dialogue, et face à cela, un modèle agonistique. Il n'y a pas que ça, il y a au milieu tout l'espace du compromis, la construction raisonnée de solutions acceptables sur une base à la fois argumentative et ancrée dans des expériences partagées, dans des expériences qui constituent des repères bâtis au cours de l'histoire. Donc c'est cet espace intermédiaire qui, me semble-t-il, est particulièrement intéressant à explorer et pour lequel les comparaisons internationales de Sabine, a priori bizarrement conçues, puisqu'il y a le Québec, il y a le Canada, pour les Français évidemment, c'est un peu l'un dans l'autre, mais il y a une double expérience qui est évoquée, et puis l'expérience française, et cette comparaison est vraiment très, très éclairante sur l'articulation des normes et de l'histoire. Voilà, je pense que je vais arrêter là ces commentaires, mais en tout cas c'est un travail d'un très grand intérêt. Bien content de le voir publié. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, je réponds effectivement, je suis d'accord tout à fait avec la remarque d'Emmanuel sur l'identification liée à la finalité des institutions. C'est vrai que moi je suis passée en anthropologie politique et je fais actuellement une habilitation là-dessus. Je travaille toujours sur des problématiques de cohabitation, mais on va dire dans une perspective un peu différente aujourd'hui. Je suis plus sur la notion d'identité ou d'identité nationale, d'identification, mais plus sur des questions de coexistence, d'analyse des coexistences dans l'Union européenne, en Suisse. Je travaille beaucoup sur la Suisse maintenant. Et donc, voilà, je ne manquerai pas d'approfondir ces points. Je pense dans une recherche supérieure, il y a beaucoup de choses à approfondir. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté aussi, les personnes qui ont relu mon travail, Emmanuel, Didier, mon professeur Christian Giordano, les personnes ici.